Alors, nouvelle vidéo pour un nouveau sujet. On s'attaque cette fois-ci à la session 2024 pour les centres étrangers et le Liban, c'est-à-dire du coup Liban, Madagascar et Espagne, pour le jour 2. C'est-à-dire du coup le lendemain de la vidéo que vous avez vue normalement juste avant. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Ammoniac, un futur carburant pour les transports maritimes. Donc on est là aussi sur un sujet de chimie majeur. Donc tout ce qui est ici, là, je ne lis pas. Et je continue. Donc on va être apparemment sur de l'indicateur coloré, etc. Représenter en question 1 le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac. Et bien l'ammoniac, pour représenter cette molécule, il va falloir normalement... Alors, les explications, elles sont pas demandées, mais normalement, vous devriez marquer que l'azote, son Z égale à 7. Donc, que l'azote, en fait, c'est 1S2, 2S2, 2P3, etc., etc. Et vous allez devoir dire du coup que l'atome d'azote possède 5 électrons de valence, qu'il est lié avec 3 hydrogènes qui possèdent chacun 1 électron de valence parce qu'ils sont Z égale 1, donc structure électronique de 1S1, donc 1 électron de valence chacun, c'est-à-dire 5 plus 3 fois 1, 8 électrons de valence, soit 4 doublés électroniques. Ça, normalement, c'est quelque chose que vous devez savoir faire, et c'est quelque chose qui sera obligatoire dès l'année prochaine. Malgré tout, ici, selon la correction officielle, vous n'êtes pas pénalisé si vous ne mettez pas les explications. Donc on va partir directement sur la solution N qui est ici, avec un doublé non liant. Vous avez un H à gauche, un H à droite, et un H en bas. Voilà. Hop. Votre NH3, c'est ça. Question de donner un argument justifiant la grande solubilité de l'ammoniac dans l'eau. Ici, il va falloir regarder les électronégativités. Donc, vous avez les électronégativités qui sont ici. Ok. On va étudier les différentes liaisons. Vous avez trois liaisons de même type. Vous avez des liaisons qui s'appellent du coup NH. Je vais effacer mon schéma qui prend un peu de place. Hop, tac, 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 tac. Et je vais supprimer ça. Alors, vous avez que des liaisons de type NH. Donc si je fais le qui de NH, ça va être compliqué de marquer un qui en... Donc qui de NH, c'est égal à la valeur absolue de qui de N moins qui de H. Ok ? Ça, c'est la chose que vous devez avoir en tête. Sauf que qui de N... Hop, je peux repasser en... c'est 3,04. Et qui de H, c'est 2,2. Et ça vous fait une différence de 0,84. Ok ? Si vous voulez l'unité, c'est des 2 bails. C'était pas exigible. Mais voilà comment vous devez le mettre. Donc, ici, vous avez plus qu'à conclure que cette liaison, du coup, elle est polarisée. Ensuite, on vous dit, deuxième information, que la géométrie de la molécule d'ammoniac est pyramidale. Donc ça veut dire que si je raisonne sur le schéma que j'ai au-dessus, je vais monter un petit peu. Un petit peu trop là. Ok. Sur le schéma que j'ai ici, le N il est là. Le N en fait, il est delta moins. Ok. Les H sont delta plus. Et donc les trois moments dipolaires, pardon. Il y en a qui ont appris que les moments dipolaires, il y en a qui ont appris que les barycentres, je vais le faire avec les deux méthodes de résolution. Donc si vous prenez les trois moments dipolaires, vous avez un vecteur comme ici, vous avez un vecteur comme là,
et vous avez un vecteur comme ici. Et donc la somme des trois, bah, ça donne en fait un vecteur qui est comme ceci, qui est différent du vecteur nul. Donc, bah, vous avez une molécule qui est polarisée. Et vu que l'eau, bah, c'est une molécule qui est polaire, parce que je vous rappelle que l'eau, ben, ça s'écrit un petit peu comme ça, et que ce moment dipolaire, il est ainsi, parce que l'eau, bah, vous avez des liaisons polarisées dans ces deux sens-là. Hop. Parce que qui de O moins qui de H, ben vous avez une différence encore plus grande qu'avec NH, donc forcément c'est polarisé. Et donc, par la règle du qui se ressemble s'assemble, bah, vous avez effectivement une bonne solubilité de l'ammoniac dans l'eau. N'empêche que bon, il y en a qui n'ont pas appris comme ça, et je vais le refaire autrement. Hop. Et hop. Il y en a qui ont appris sur le fait qu'ils devaient tracer les barycentres des charges positives et des charges négatives. Alors pour les charges négatives, c'est facile, il n'y a que N. Donc ça, c'est G-. Et pour les charges positives, bah, il y en a un ici, un là et un là, donc c'est le centre de ce triangle. Là, tac, ça c'est G+. Eh bien on voit bien que G+, et G- sont distincts, donc la molécule est polaire. Je vais faire pareil avec H2O. Donc là, j'ai delta+. Là, j'ai delta+. D'ailleurs, pour ceux qui veulent être bien rigoureux dans le supérieur, ici, votre oxygène, il n'est pas delta-, il est 2 delta-. Et ici, l'ammoniac, pour l'atome d'azote en tout cas, il n'est pas delta-, il est 3 delta-, parce qu'il est lié avec 3 fois une liaison H. Attention, il faut que les liaisons soient équivalentes, hein, sinon ce 3 ne peut pas exister. Donc, on va faire les barycentres des charges positives et négatives. Le barycentre de ma charge positive, négative, pardon, bah, il est sur l'oxygène, donc G-, il est là. Et G+, bah, il est au centre de ce segment. Donc le G+, il est là. Et vous voyez bien que G+ et G- ne sont pas au même endroit, ils sont distincts, donc du coup, la molécule d'eau est bien polaire, la molécule d'ammoniac est bien polaire, et par la règle du qui se ressemble s'assemble, l'un est bien soluble dans l'autre. Donc pour l'instant, tout va bien. Les trucs à lire. Question 3. Définir une base selon Bronsted. Bah, une base, c'est une espèce chimique qui est capable de capter, d'accepter un ion H+. Tout simplement. Question 4. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation de l'ammoniac avec l'eau. Alors, l'ammoniac avec l'eau, on va l'écrire tout de suite. Quand vous mettez NH3 dans l'eau, donc NH3, on va le mettre à queue, plus H2O liquide, ben ça donne NH4+, à queue, plus HO-, à queue. Voilà, ça c'est du coup votre réaction. Attention, la réaction n'étant pas totale parce que NH3 est dans une base faible, normalement on attend de vous ce que vous mettiez une double flèche. La réaction n'est pas totale. La base NH3 n'est pas forte. Cependant, il n'y a pas de point en moins. Apparemment, selon le corrigé officiel, il n'y a pas eu de point en moins. Bon, on va la laisser là. Pour les gens qui ont mis une simple flèche. Donc, c'est pas trop grave. Question 5. En déduire en la justifiant la couleur de la solution obtenue. Ok. Donc là, on est apparemment sur un titrage. Ouais. Pour vérifier la dissolution de l'ammoniac dans l'eau, on réalise l'expérience dite du jet d'eau. Sous la hotte, on remplit de gaz ammoniac un ballon bien sec, on immerge le tuyau de caoutchouc dans un cristallisoire contenant de l'eau à pH 7. On observe alors un jet d'eau dans le ballon. Une fois le ballon totalement rempli de solution, on ajoute du BBT. Donc en fait, on veut quelque chose qui est pH supérieur à 7 dans du BBT.
Le BBT, il est là. Ouais, enfin, calmez-vous, j'ai pas surligné tout le monde, hein. Bon. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc le BBT, c'est là, c'est jaune, entre ça et ça, et sinon c'est bleu. Et bien, si on est supérieur à 7, on aura majoritairement, je pense, une teinte bleue. Tout simplement. Donc en déduisant la justifiant, vous avez de l'eau à pH 7 et vous ajoutez du coup une base, donc vous formez du OH-, donc vous montez le pH, et donc on attend un pH supérieur à 7. Or, le BBT prend une teinte 7 pour des prend une teinte bleue pour des pH supérieurs à 7, donc on attend une couleur bleue. Voilà ici ce qui devait être dit. Ça c'est fait, et ça c'est fait. On mesure alors le pH de la solution, et là on est rassuré, on trouve un pH de 11. Tout va bien, 11,0. Indiquer quelle espèce prédomine en justifiant la réponse à l'aide d'un diagramme de prédominance. Alors mon diagramme de prédominance, je ne vais pas avoir beaucoup de place pour le faire. Je pense que je vais le faire là-haut. Je vais le faire là-haut, parce qu'il me faut de la place pour ça. Hop. Il me faut de la place. Et voici. Donc, pour faire un diagramme de prédominance, une grande flèche, et ça, c'est en pH. Est-ce que j'ai bien tout? Ah, il me manque juste la question au retour. Voilà. Tac. Ça, c'est en pH, et maintenant, je cherche quelque chose qui est assez important. C'est que je dois chercher ce qu'on appelle le pKa. Et le pKa, c'est 9,2. Le pKa, qu'est-ce que c'est? Le pKa, c'est une information concernant tous les couples acido-basiques. Et le pKa indique la valeur pile-poil du pH pour laquelle vous avez égalité entre les concentrations d'un acide et de sa base conjuguée. Donc c'est un endroit qui détermine la frontière de la majorité de l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on le met sur un diagramme de prédominance, c'est super important. Donc, quand je suis à gauche de cette séparation, de ce pKa, ici, je suis dans ce qu'on appelle le domaine de prédominance de mon acide. Et mon acide, bah, c'est NH4+. De l'autre côté, par contre, je suis dans ce qu'on appelle le domaine de prédominance de la base conjuguée, donc de NH3. Voilà, donc du coup ici, toute la zone qui est là, ça c'est le domaine de prédominance de NH4+, donc tout ce qui est avant 9,2, ça c'est NH4+, hop, voilà. Et tout ce qui est à droite, c'est le domaine de prédominance de NH3. Bon, et encore, comme d'habitude, je pense que vous commencez à connaître... Si c'est les premiers sujets que vous voyez avec moi, ça va être nouveau pour vous. Si vous commencez à écumer les sujets avec moi, c'est une règle que je dis tout le temps. Mais il faut savoir que dans le supérieur, vous avez une règle qui dit que ce domaine de prédominance ne commence que lorsque la concentration de l'un est 10 fois supérieure à la concentration de l'autre. Et à ce moment-là, vous avez une règle du pKa plus 1 et du pKa moins 1. Donc vous allez avoir des petites délimitations ici. Voilà, donc ça c'est à 10,2. Où là, le domaine de prédominance de NH3 est vraiment établi. Et vous avez un autre domaine ici, hop, tac, à partir de 8,2, où le domaine de prédominance de NH4+, commence réellement. Et en fait, la zone qu'il y a entre les deux est ce qu'on appelle une zone de codominance. C'est une zone en fait où il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'une espèce par rapport à l'autre. On peut les considérer encore toutes les deux présentes, et donc on a quasiment autant de chances de trouver l'un que l'autre, même si c'est pas mathématiquement vrai, mais chimiquement, cinétiquement, on arrive à faire réagir les deux dans cette zone-là. Question 6, on y a répondu. On simule le titrage d'un volume VB égale 20,0 ml d'une solution aqueuse remplie d'ammoniac. Alors une solution aqueuse d'ammoniac, c'est QE. L'ammoniac C, c'est pour le solide et c'est pour le gaz. Ou pour le liquide quand il est pur. Quand il est en solution aqueuse, on dit ammoniac QE. Solution aqueuse d'ammoniac QE. De pH 11,0 par de l'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-.
de concentration, Ca 100 ml. Là, on a plein d'informations. Là, on a VB, le volume titré, le pH de la solution, la concentration de l'espèce titrante, donc on commence à avoir pas mal de choses. Écrire l'équation de la réaction de support du titrage. Alors, l'équation de support du titrage, on a dit qu'on faisait réagir. Je vais réécrire en bleu. On a dit qu'on faisait réagir de l'ammoniac, donc NH3, en solution aqueuse, donc NH4+, maintenant, et on le fait réagir avec H3O+. Ah, pardon, c'était bien NH3. Donc NH3, comment on sait si c'est NH3 ou NH4+? Eh bien, c'est la solution titrante qui va vous aider. Si on dose une solution d'ammoniac avec de l'acide chlorhydrique, donc il faut que la solution d'ammoniac joue le rôle de base. Donc c'est NH3 qui va réagir. Par contre, si on avait décidé de doser ça avec une solution de soude, par exemple, Na++ OH-, bien là, il aurait fallu faire réagir avec l'espèce conjuguée acide du couple NH3 et NH4+. Et donc du coup, ça aurait été NH4+. Donc ici, NH3 aqueux plus H3O+, donne. Et là, par contre, c'est une simple flèche, on est sur un titrage, la réaction doit être rapide, totale. Et aussi unique. NH3 plus H3O+, ça c'est aqueux. Important de le mettre. Ça donne NH4+, plus aqueux. N'oubliez pas, c'est important, il faut être rigoureux. NH4+, aqueux, plus H2O. Liquide. Voilà, ça c'est l'équation de support du titrage. Question numéro 8. Question 8. Justifie l'utilisation du rouge de méthyle comme indicateur coloré pour ce titrage. Alors, un indicateur coloré, quand on veut choisir le bon, il faut que sa zone de virage comprenne le pH à l'équivalence. Et donc, il va nous falloir trouver le pH à l'équivalence. Alors, le pH à l'équivalence, il est où? On va du coup faire la méthode des tangentes. On trace une première tangente ici. On trace une deuxième là. On fait la perpendiculaire aux deux. Tac. On trace au milieu une troisième perpendiculaire qui normalement coupe ma courbe au pH à l'équivalence. Ça, c'est aussi une perpendiculaire. Je vais prendre une autre couleur. Hop. Et mon pH à l'équivalence, il est là. Ce qui me donne d'ailleurs au passage un volume à l'équivalence de 10. Hein. Donc là, je suis pile poil entre deux. Hop. Et je trouve 4,5, 5, 5,5. Donc j'ai un pH à l'équivalence, qui est égal à 5,5. Ok? Ça, c'est ma première chose. Maintenant, je vais trouver un indicateur coloré qui a 5,5 dans sa zone de virage. Sinon, il ne pourra pas me signifier un changement de pH. Donc on voit que 5,5, j'aurai que du jaune avec les liantines. 5,5, j'aurai que du jaune avec le PBT. Et 5,5, j'aurai que de l'incolore avec le thymol phtalaline. Ça veut dire que ici, le seul qui comprend 5,5 dans sa zone de virage, c'est le rouge de méthyle, et donc c'est le rouge de méthyle que je dois utiliser. Voilà comment il fallait procéder. Question 9. Déterminer la valeur de la concentration Cb de la solution aqueuse d'ammoniac choisie pour cette simulation. Et bien ici, tout ce que j'ai à faire, c'est à dire qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après mon équation de bilan, c'est une réaction équimolaire de 1 pour 1. Donc je peux dire que la quantité de matière de NH3 qui était initialement dans mon bécher est égale à la quantité de H3O+ qui a été versée depuis ma burette. Et donc je peux dire que on cherche CB. Ouais. Donc là j'ai VB, j'ai CA. Ok, ça marche. Donc je peux dire que CB. Donc fois VB est égal à CA fois VA. Donc du coup c'est CA fois VA. C'est bien ça, hein?
CA fois VA, du coup, c'est pas un volume officiel, c'est VE, volume à l'équivalence. Et ça, du coup, ce sera divisé par VB. Qu'est-ce que ça me fait, ça? D'ailleurs, je vais l'écrire ailleurs. On va essayer de prendre de la place. Alors, du coup, on a VB, qui est juste au-dessus. Normalement, vous l'avez en champ. Je me suis réglé pour que j'ai la même vision que vous. Donc VB, bah c'est... pardon, CA, c'est 0,100. 0,100 mol par litre, fois VE. VE, c'est le volume à l'équivalence, donc 10. J'ai pas de précision supplémentaire sur lui, j'ai pu entourer que 10 sur mon graphique. J'aurai que 2 chiffres significatifs. Divisé par VB, 20,0 en millilitres. C'est pas un problème de laisser en millilitres, vu que c'est un produit en croix. Bah, vous avez simplement avoir la même unité pour VB et VE. Donc ça me fait 0,100 fois 10, donc ça me fait 1, et 1 divisé par 20, bah ça me donne 5,0 10-2. Fois 10, exposant moins 2. Et ça c'est un CB, c'est donc une concentration en mol par litre. Voici ce qu'il fallait répondre. 2, donc du coup j'ai un truc machin blablabla. Question 10. Écrire l'équation de la réaction modélisant la synthèse de l'ammoniac. En 1909, le chimiste allemand Fritz Haber, chercheur à l'université de réussit en laboratoire la synthèse de l'ammoniac à partir du diazote de l'air et du dihydrogène. Ok. Donc là, ici, moi, ce que je veux, c'est écrire une équation qui dise que N2 gazeux plus H2 gazeux va me donner du coup une NH3 sur mon gazeux également. Donc ça doit normalement fonctionner. Bon, maintenant qu'on a fait l'équation, il faudrait quand même l'équilibrer. On a 2 N à gauche, on a un seul N à droite. Il faudrait quand même mettre un nombre stoichiométrique de 2 pour équilibrer les azotes. Et ensuite, on a 2H à gauche, on a 6H à droite. Il va falloir mettre un 3 devant H2 pour pouvoir équilibrer. Et là, normalement, on est bon. La question 10, elle est terminée. Je peux passer à la 11. La 11, on me demande de déterminer l'avancement final XF de cette réaction dans les conditions données, comparé à la valeur obtenue dans celle de l'avancement maximal et conclure. Alors, on est sur un tableau d'avancement qu'on va devoir construire. Le tableau d'avancement, je vais le mettre au-dessus pendant que je résous la question. Je vais mettre un peu de place, voilà. Comme ça, le tableau d'avancement, vous l'avez. Et moi, je vais le faire limite de tête. Parce que j'ai pas envie de faire un très très gros truc en termes de place, sinon ça va prendre énormément de temps la vidéo et après ça va vous décourager quand vous allez voir qu'il y a 2 heures de vidéo. Donc je fais les traits en dessous, je fais un trait là, ok. On me dit que apparemment la quantité de matière initiale que j'ai en N2 c'est 6 mol, la quantité de matière initiale que j'ai en H2 c'est 6 mol, donc je sais déjà que si je fais un avancement maximal, c'est H2 qui va devenir limitant, ok. Donc si je dois faire un Xmax, je vais le marquer en dessous. Si je dois faire un Xmax en fait, je sais que c'est égal à la quantité de matière initiale de H2, donc 6, divisé par 3 parce qu'on utilise 3 mols de H2 par réaction, donc 6 par 3 égale à 2 mols. Parce que j'ai 6,0 mols. Voilà, donc 2,0 mols pour Xmax. Ça, c'est mon Xmax, ok. Maintenant, je veux XF. XF, ça veut dire que ma transformation, elle n'est pas totale. Et on me dit qu'en utilisant 6 mols de chaque, j'obtiens que 0,80 mols d'ammoniac. Or, si je prends à l'état final l'ammoniac, donc ça c'est un état, voilà, à l'état final, ici, j'ai 2 XF. Et 2 XF, donc, je vais l'écrire en rouge. Hop.
Allez, décale-toi, décale-toi. J'arrive pas à le choper. C'est chiant. Ça m'énerve. Voilà. XF, c'est égal à, du coup, la quantité de matière d'ammoniac à la fin, soit 0,80, divisé par 2. Ok. Donc 0,40. Ça c'est mon XF. Donc, déterminer l'avancement maximal XF de cette réaction dans la condition donnée, c'est fait. C'est ce que j'ai là. Hop. Comparer la valeur obtenue à celle de l'avancement maximal, elle est inférieure, donc on n'est pas sur une réaction qui est totale, on est sur une réaction qui est incomplète, donc une réaction limitée. Et conclure. En fait, là j'ai 0,40 sur 2, et si je veux aller chercher le taux d'avancement, là, hop, c'est XF sur Xmax. C'est égal à 0,40 sur 2,0. Et ça, ça me donne... ça me donne 0,20, tout simplement. Donc 20%. Ma réaction, en fait, elle va aller qu'à 20% de sa quantité maximale. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est fait. Et la troisième partie est conclure. Ça, c'est fait également. Je pourrais effacer mon tableau d'avancement à tout moche. Et ceci. Donc j'ai mes 3 croix, c'est bon. J'ai 2 données ici. Waouh, grosse donnée. Indiquer parmi celles numérotées 1, 2, 3 sur la figure 4, les 2 flèches représentent respectivement le sens du courant électrique et celui des déplacements des électrons. Alors, il faut savoir que le déplacement des électrons, vu qu'on a découvert l'électron plus tard que l'électricité, en fait on a indiqué un sens conventionnel du courant et c'est celui inverse des électrons. Le sens des électrons, ils sont produits au moins et ils vont au plus. Donc les électrons en fait ils partent de ici et ils vont dans l'autre sens. Donc déjà le sens numéro 2, là, ça c'est le sens des électrons. Le petit 2. Sens des électrons. Et là, ici, ce qu'on a, c'est le sens du courant. Le sens du courant électrique, il est ici. C'est tout. C'est tout ce qu'il fallait dire. Le petit 1, là, c'est le sens des H+. Associer à chacune des électrodes A et B une équation des réactions électrochimiques figurant dans les données et nommer les gaz formés à chaque électrode. Alors, du coup, là, du côté du moins, en fait, c'est là où on a la production d'électrons. Donc, s'ils doivent être consommés dans une réaction, en toute logique, c'est à l'électrode A, en fait. Là, les électrons, ils sont ici. Là, il n'y a pas d'électrons, en fait. Côté B ici, il n'y a pas d'électrons. D'ailleurs, le 1, c'est même pas le sens des H+, hein, c'est rien du tout, en fait. J'ai dit tout à l'heure que c'était le sens des H+, mais pas du tout. Alors, là, à A, vous avez présence d'électrons, et à B, vous n'avez pas de présence d'électrons. Donc forcément, le lieu où on peut consommer les électrons, c'est celui-ci. Donc la oulala. Le côté où on peut consommer les électrons, c'est ce côté-là. C'est assez pénible ce machin-là. Donc si on consomme les électrons ici, à l'électrode A, vous avez du coup la demi-équation où vous avez la consommation d'électrons. Et les demi-équations, on les a marquées plus haut. J'espère que je les ai... Ah non, je les ai pas marquées. Je les ai pas marquées. Non, on les a pas faites. Donc, qu'est-ce qu'on a comme machin là? On a synthèse de l'ammoniac à partir du dioxyde de lin, synthèse blablabla. Ok, sortie TNJ. Et en fait, la demi-équation, elle est ici, celle qui nous intéresse. Elle est là. Ok? Donc on a celle-là ou on a celle-là. Donc soit on produit du H2, soit on produit du O2. Mais celle où on consomme des électrons,
c'est celle-ci. Donc c'est cette équation-là qu'on a à l'électrode A. Donc si je la nomme équation 1, bah, c'est là où on aura 2H plus 2E- donne H2. Et donc, on peut aussi déduire que c'est ici qu'on va former H2 et c'est ici qu'on va former O2. En toute logique. D'ailleurs, si on fait l'équation globale de la réaction, bah regardez, hein, vous avez 2H plus 2E- plus 2H2O donne H2 plus O2 plus 4H+. Donc en fait, les H+, ici, il n'y en a plus que 2. Ah non, il y a 4 électrons. Alors il va falloir multiplier en haut par 2. Comme ça, on peut supprimer les électrons. Et les H+, se simplifient aussi. Et donc, on a, avec l'équation globale, c'est 2H2O donne 2H2 plus O2. Et donc, bah, les deux gaz, bah, forcément, 2H2 plus O2, on prédit qu'il y aura 2 fois plus d'H2, et c'est cohérent, parce que regardez, on fait 2 fois plus d'H2 que de O2. Là, il y a un équivalent, 2 équivalents pour un seul équivalent. Donc, voici comment on repère, bah, déjà, la bonne équation à A, donc c'est l'équation de formation de H2 selon l'équation 2H+, plus 2O- donne H2. Et nommer les gaz format aux deux électrodes, bah, vous avez H2 d'un côté, tac, et O2 de l'autre. J'ai donc fait mes deux questions. On recueille 4 ml de gaz dans un des deux tubes et 2 ml dans l'autre. Bon, bah ici, ça c'est H2 à état final, et ça c'est O2 à état final. Et écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique qui se déroule dans l'électrolyseur. Bah, vous allez faire la somme des deux autres là-haut, comme on a fait, et ça fait 2H2O liquide donne bah 2H2 gazeux plus O2 gazeux. Voici comment ça se présente. Si vous voulez à nouveau la méthode, bah on va remater ce qu'il y avait au-dessus. Hein. Vous prenez l'équation ici, il y a 2 électrons de formés, vous faites x2, vous ajoutez les deux membre à membre et vous trouvez la bonne solution. Si vous voulez, je vous le mets juste au-dessus. Donc, tac, je prends mon crayon. La première partie, elle est faite. Ok, c'est ça. Valider la stoichiométrie de gaz formé en utilisant les volumes des gaz obtenus aux deux électrodes. Bah en fait, on a 2 fois plus de H2 formé que de O2. Et on le retrouve bien ici, on a 2 fois plus en volume de H2 formé que de O2. Tout va bien, c'est ça. C'est entièrement normal. Question 15. La quantité d'électricité Q est en circulant en circuit pendant la durée de l'électrolyse au laboratoire et en déduire la quantité de matière d'ion échangée. Alors, hop, il y a un et, donc j'ai 2 croix à mettre. Calculer la quantité d'électricité Q. En fait, le nombre de charges, le nombre en coulombs. Je vous rappelle du coup que Q, c'est égal à I fois T. Ça, c'est la première chose que vous devez marquer. On va descendre un petit peu. Non, là c'est trop. Donc Q, c'est égal à I fois delta T. On vous dit que delta T, c'est 3 minutes 20. Il va falloir le mettre en secondes. 3 minutes, c'est 180 secondes, plus 1, ça fait 200 secondes. Et I, c'est 0,16 ampères. Donc ça fait 0,16 en ampères. Ah, tiens, bizarre ça. 0,16 ampères fois 200 secondes. Et ça... Ah, ça gratte. Ça fait 32 coulombs. Comment j'ai fait 0,16 fois 200, bah c'est comme 0,16 fois 2 fois 100. Donc c'est 0,16 fois 2, 0,32 fois 100, bah 32. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la charge Q, c'est aussi égal à la quantité de au nombre d'électrons qui passent fois la charge qui porte. Mais le nombre d'électrons qui passent, bah, c'est aussi égal à la quantité de matière d'électrons qui passent, ok, N-, fois la constante d'Avogadro, fois la charge élémentaire que porte un électron, ok. Et Na fois E, bah, c'est la constante de Faraday, je sais pas si elle est donnée dans les données. Non, donc on va devoir faire 100. Mais c'est pas grave, c'est pas essentiel, je joue dans d'autres sujets, on l'a vu.
Ça veut dire que si je cherche Ne, pardon, c'est pas Q qu'on cherche, c'est Ne. En déduire la quantité de matière d'ions et d'électrons échangés. Là, on a fait déjà la première partie. Hein. La première partie, c'est juste ça. Hein. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on a ici. Donc ça veut dire que Ne-. Tac. Bah ça, c'est égal, du coup, on passe Na et E de l'autre côté, c'est égal à Q divisé par Na, constante d'Avogadro, fois petit e, la charge élémentaire. Donc la constante de Faraday, quoi. Je sais pas pourquoi on vous l'a pas donné. Mais bon, ça doit être un choix. Bah tout ça, on l'a, donc il n'y a plus qu'à... Comment dire, il n'y a plus qu'à appliquer. Donc Q, c'est 32. Et c'est 32 divisé par 6,022. Ah, je vais quand même constater le nombre de chiffres significatifs qu'il y a pour Na. Na, c'est 602. Donc du coup, c'est 602 fois 10 puissance 23. Et ça, c'est fois 1, bon, moi je connais 1,602, mais peut-être que c'est un peu moins précis. Ouais, c'est 1,6. Donc 1,6. 10 puissance moins 19 en coulomb. Ok. Donc ça, vous le faites. Et vous trouvez 3,3 fois 10 puissance moins 4. Et ça, c'est en mol. Ça, c'est votre quantité de matière d'électrons. Ça, c'est votre deuxième partie de question 15. En déduire le volume d'hydrogène que l'on pourrait obtenir dans les conditions de l'expérience. Hop. Comparé aux données expérimentales. Alors, dans les conditions de l'expérience, est-ce qu'on parle des 6 mols qu'on avait au-dessus? Ou est-ce qu'on parle juste de ça? Bon, on sait déjà que dans la demi-équation qu'on avait au-dessus, le nombre de dihydrogène qu'on forme, souvenez-vous, on avait... je vais aller le retrouver. Ce sera mieux que de le faire de tête. Ici... Hop, voilà. Je vais ressouligner l'équation. Voilà. La quantité de matière qu'on forme en H2, si je dois l'appeler NH2 final, bah elle est égale à la quantité de matière que j'avais en E-, divisé par 2. Parce que j'utilise 2 mols par réaction d'électrons. Ok. Ça, c'est ce que j'ai si vous faites votre tableau d'avancement. Je vous invite à le faire et à trouver ça. Une fois que vous avez trouvé ça, ben, vous pouvez dire que NH2, on a une donnée que j'ai pas utilisée encore, je sais pas si vous l'avez vu. Mince. On a une donnée que j'ai pas utilisée, c'est celui-là. Volume molaire, super important. Je reviens ici. Donc, tac. J'avais... je vais juste reprendre ça, dont j'ai besoin. Ah, je peux pas le... D'accord. Bon. Bah, on va juste le copier et on va le recoller en bas. Donc, pour la question 16, j'ai ça. Sauf que je sais que le NH2, par définition avec le volume molaire, c'est égal au volume de H2 divisé par le volume molaire. Et là, c'est super important parce que du coup, j'ai deux expressions dans lesquelles NH2 vient intervenir. Ça veut dire que maintenant, je peux dire que N- sur 2 est égal à VH2 sur VM. Et là, je vais pouvoir trouver VH2. Parce que VH2, bah, c'est égal à NE-. Pardon, c'est un petit n. N-. N- sur 2 fois VM. Donc je fais fois VM. Comme ça, il n'y a pas de problème de... Et tout ça, c'est divisé par 2. Ok. En fait, en ayant ces deux expressions-là, 1 et 2, bah, je peux en déduire ça. Maintenant, j'ai plus qu'à remplacer de manière... hop, je t'en vas. J'ai plus qu'à remplacer VH2. C'est quoi? Bah, N-, on l'a calculé au-dessus. C'est 3,3. 10-4. Fois VM,
bah VM, c'est une constante qui est ultra connue, c'est 24 litres par mol. Et tout ça, je le divise par 2. Donc c'est comme si je faisais 3,3 10 puissance moins 4 x 12. Et donc ça correspond à 4,0 10 puissance moins 3 litres. Ce qui donne 4 millilitres. Ok. Et bizarrement, première croix, bizarrement quand on me demande de comparer données expérimentales, c'est exactement le volume qu'on a trouvé ici. Exactement. Donc ça veut dire qu'on a bien, calculé ou bien manipulé, et que surtout tous les électrons qui étaient prévus de réagir ont bien réagi. Tac, c'est totalement conforme aux données expérimentales. Question 17. Déterminer la masse d'ammoniac qui pourra être produite en 2024 à partir du d'hydrogène produit dans l'usine de Pilbara. Allons lire ce qu'il y a sur Pilbara. La société NJ investit dans le développement de l'un des projets région de Pilbara. Ok. Donc en gros, c'est pour faire 640 tonnes d'hydrogène par an. Waouh. Par contre, le rendement de la production d'ammoniac est de 20%. Donc ça veut dire que il va falloir que je reprenne mon équation que j'avais ici. L'équation que j'avais ici, vous l'avez là. Ok. Donc ça, il faut que je le reprenne. Ça veut dire que si je dois reprendre ça, il faut que j'ai en tête que... C'est quoi la question déjà ? La masse d'ammoniac qui pourrait être produite en partir d'hydrogène. Ok. Donc déjà, on va calculer la quantité de matière qui pourrait être produite en hydrogène, ce sera déjà pas mal. La quantité de matière qui pourrait être produite en hydrogène, regardez ici, je vais le mettre là, voilà. La quantité de matière de d'hydrogène, NH3, attention, il y a un chiffre stoichiométrique sur le NH3, donc divisé par 2. Bah, c'est égal à la quantité de matière d'hydrogène que vous avez ici, divisé par 3. Donc c'est égal, c'est pas le même, voilà, à la quantité de matière d'hydrogène, NH2, mais divisé par 3 parce qu'on a des nombres stoichiométriques. Ok. Ça, c'est une première chose. Je vais le mettre là-bas pour avoir un peu plus de place. Hop, tac. Donc ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire tout simplement que la quantité de matière de NH3, NH3, bah, c'est égal à 2 tiers de NH2. Parce que j'avais NH2 sur 3. Donc si je fais x2, en passant de l'autre côté, ça fait 2 tiers de N de H2 sur 3. Ça, c'est la première chose que je dois du coup déterminer. Bah, c'est très bien, parce que maintenant je l'ai. Ok. Le problème, c'est que NH2, est-ce que je l'ai ? NH2, je l'ai pas, j'ai que sa masse. Je vais le transformer maintenant. Je vais aller en dessous parce que j'ai pas assez de place. Attention, suivez-moi bien. Hop, je vais m'installer ici. Sauf que N de H2, qu'est-ce que c'est ? Bah, N de H2, donc je fais 2 tiers, hop, et après je fais le... Donc 2 tiers. N de H2, c'est quoi ? Bah, c'est la masse de H2 divisée par la masse molaire de H2. Donc c'est égal à la masse de H2 divisé. Ouais, je vais arrêter ça parce que je trouve que c'est pas clair. Je vais arrêter ça, c'est pas clair. Je vais repasser dans l'écriture plus dégueu, mais au moins plus compréhensible. Donc, or, N, or, bon, on va laisser comme ça. Or, N, la quantité de matière de H2, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est la masse de H2 divisé par la masse molaire de H2. La masse de H2, on vous le donne ici, c'est 640 tonnes. Donc ça, c'est égal à 640 fois 10 puissance 6 grammes. Je vous rappelle qu'une tonne, c'est 1000 kg. Donc une tonne, c'est 10 puissance 3 kg, et 1 kg, c'est 10 puissance 3 grammes.
640 10 puissance 6 divisé par 2,0. Normalement, on vous le donne pas. Enfin, je pense pas. Non, je l'ai pas vu. Bah, si on vous donne ça là. Bon, la quantité de enfin la masse molaire de H2, c'est égal à 2 fois celle de H. Donc c'est 2 fois 1,0. C'est pour ça que j'ai été un peu plus vite ici et que j'ai mis 2,0. Bon, ok, mon 2 il est un peu fatigué. Je suis d'accord. Voilà. Mais à la souris, je fais comme je peux. Bon, bah une fois qu'on a ça de tête, c'est facile. Il suffit de diviser par 2. Donc ça, c'est 6,40 10 puissance 8. Donc ça fait 3,2 fois 10 puissance 8 mol. Ok. Bon, le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. 640, ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait. Ah, bah pardon, j'ai oublié. Ah, c'est NH2. C'est pas tout à fait ça. Il y a le facteur 2 tiers à prendre en compte. Donc du coup, mon NH3, hop, NH3, bah c'est 2 tiers de ça. Donc c'est 2 NH2 sur 3. Donc ça fait 2 fois 3,2 10 puissance 8 divisé par 3. Donc N de NH3, ben, c'est égal à... Alors 2 fois 3,2 ça fait 6,4. 6,4 divisé par 3, ça me donne un truc... calculatrice. Alors 6,4 divisé par 3, ça me donne environ 2,1 10 puissance 8 grammes. Pardon, mol. N'importe quoi. Ce sont pas des grammes. Bon, mon mol il est dégueu. Ça m'énerve. Mol, voilà. Ok, ça c'est ma quantité de matière de NH3. Attention, cette quantité de matière de NH3, bah maintenant il faut que je trouve la masse. Ok. La masse de NH3, quelle est-elle? Je vous rappelle que la masse de NH3, par la même formule qu'on a vue tout à l'heure, bah, c'est égal à la quantité de matière de NH3 fois la masse molaire de NH3. Et la masse molaire de NH3, bah, c'est 1 fois N, 14, plus 3 fois H, 1, donc ça fait 17 grammes par mol. Donc c'est égal à ce résultat-là. Tac. De... Ah, c'est pas possible. Je vais vraiment investir dans du matériel. Donc c'est égal à 2,1 10 exposant 8 grammes. Et ça, c'est fois la masse molaire, donc 17. Fois la masse molaire, donc 17 ouais, 17 grammes par litre. Par mol. Et ça, bah, c'est égal alors 2,1 fois 17, c'est égal à 3,6 fois 10 exposant 9. Et ça, c'est en grammes. Ce qui est assez énorme. Ok. Sauf que ça correspond à 100% si jamais tout réagissait. Mais on a dit qu'il y avait un rendement, là, le rendement d'ammoniac sera de 20%. Donc c'est-à-dire qu'en fait, moi je vais faire que 20% de ça. Donc la vraie masse de NH3 réelle,
Waouh. Eh bien, c'est 3,6 10 exposant 9. Donc c'est 20 sur 100 fois 3,6 fois 10 exposant 9. Et 20% de ça, bah ça me donne du coup 7,2 fois 10 exposant 8 grammes. Ce qui fait en gros 720 tonnes. Voilà comment on répond à cette question. Très compliqué. Ah, il y avait un commenté. Il y avait quand même un commenté. Bon, 720 tonnes d'ammoniac, quand on a mis 640 tonnes d'hydrogène, bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas dingue, mais c'est pas trop mal. Voilà. On obtient que 720 tonnes à partir de 640 tonnes. Bon. Sachant que le composé est beaucoup plus lourd, c'est pas un gros rendement. Ok. Allez, on passe à l'exo 2. Alors, exercice numéro 2, à découvrir des lunes glacées de Jupiter. Bon, elles sont toutes en vrai. Blablabla. Des données. Des conditions expérimentales. Enfin, une question. Schématiser sans souci d'échelle Ganymède et l'orbite de la sonde JUICE. Première partie des points. Bon bah... vous représentez Ganymède. Ganymède, c'est une lune de Jupiter, c'est l'une des 4 lunes galiléennes, c'est exactement la 3e lune galiléenne. Normalement, vous avez Io en première, Europa en 2, Ganymède en 3 et Callisto en 4. Donc, Ganymède. Tac, ça, c'est Ganymède. Il y a ici son centre. Et donc ça, tac, ça c'est son rayon. Peut-être je vais faire un peu plus grand. Ça c'est Ganymède, et ça du coup c'est son rayon. La sonde JUICE, c'est une trajectoire circulaire, hein, je suis désolé, je fais comme je peux. Elle est à une altitude H de 500 km. Mais le rayon, je ne l'ai pas noté, c'est RG. Ok. Donc on sent qu'on va avoir des trucs du type RG plus H au carré pour des forces d'interaction gravitationnelle. Hein, ça c'est obligé. Et on nous dit du coup, blablabla, ok. Ça marche. Donc là pour l'instant j'ai des points. Deuxième partie de question. Placez le repère de freinée UT-UN et représentez FG, la force d'attraction gravitationnelle à laquelle la sonde JUICE est soumise de la part de Ganymède à un point quelconque de sa trajectoire. Bon, on va la mettre... on va la mettre ici, la sonde. La sonde, elle est là. Ok. La sonde, elle est là. Vous avez du coup ça. C'est ce qu'on appelle UT. Et ça, c'est ce qu'on appelle UN. Ok. Et vous avez une force. Tac. Qui est ici. Qui est la force d'interaction gravitationnelle. Donc, ça, c'est F de Ganymède. Donc F, G sur satellite qui s'appelle JUICE. Donc du coup, je vais appeler FGJ. FG sur J. Peut-être qu'on lui a donné un nom à cette force. FG seulement, voilà. Donc c'est juste FG. Ça c'est FG. N'oubliez pas de mettre une flèche dessus. Moi je fais pas trop, mais soyez rigoureux. Donc FG, ça c'est UT. On va le marquer en bleu par contre. On va marquer en noir. Non, en noir on va le confondre. Donc ça c'est UT. On voit rien du tout. . 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
Et ça, là, c'est UN. Et voici. Et le point... Non, il n'y a pas d'origine. Donc du coup, le satellite, il est là. Hein. Mais ok. Bah c'est bon. Hop, j'ai fait mes 2 parties de questions. Question 2. Exprimer dans le repère de Fredé le vecteur force FG. Bah... FG. C'est égal à G, constante d'interaction gravitationnelle, fois la masse de l'astre attracteur. Je pense que c'est M grand G. Yes, c'est ça. Donc c'est grand MG, pardon. Respectez bien les consignes de l'énoncé et les notations de l'énoncé. Hein. Là, je veux la masse du satellite. Je la cherche. Je la vois pas. Je ne la vois pas, sa masse. Alors peut-être que je l'ai loupé. Données. RG, MG, distance, valeur de la constante. Ça supposé connu. Bah c'est pas marqué. Donc écoutez, je vais l'appeler petit M. Parce que c'est l'astre qui est attiré. Et je vais l'appeler petit J parce que c'est l'initiale de Jouisse. Voilà. Et ça, du coup, c'est sur D carré. Mais D carré, c'est quoi? Ben, D carré, c'est RG plus H. Donc sur RG plus H. Et attention, ça, c'est au carré. Attention, ici, j'ai un vecteur. Donc ici, je dois le faire porter par un vecteur. Et ça, c'est selon UN. Est-ce qu'il y a un moins? Bah non, parce que FG et UN vont dans le même sens. Donc c'est terminé. Ok? On considère que FG est la seule force qui s'exerce sur la sonde Jouisse. Montrer que la sonde Jouisse a un mouvement circulaire uniforme dans le référentiel supposé galiléen, centré sur Ganymède. Alors ça, c'est très très long. C'est très très long, la question va prendre un petit moment. Donc, premièrement, il va falloir dire que vu que FG c'est la seule force, alors selon la deuxième loi de Newton, donc ça vous marquez deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération. Ok? Et donc, vu que le système est appliqué sur le satellite, c'est MJ. Bah ça veut dire que la somme des forces, bah, c'est FG, mais si FG, bah, c'est tout ça, bah, ça veut dire qu'en gros, A, bah, c'est égal à grand G fois MG divisé par RG plus H au carré fois UN. Vu que les MJ se sont totalement dissipés. Je réécris ça mieux. Donc A, on vient de le voir. Tac, 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 tac. Donc A, c'est égal à G fois MG divisé... Enfin... J'ai pas trop de place. Donc divisé par RG plus H au carré. Et tout ça, c'est porté par UN. C'est très dur de faire un U, vous imaginez pas comment. Ok? Sauf que, dans le repère de Freinet, le A
bah, il a quand même une petite voilà, il est quand même défini. Hein. Dans repère de Freinet, A, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Dérivée de la vitesse. Par rapport au temps. Ça, c'est selon UT plus V carré sur R. R étant le rayon de la trajectoire, donc RG plus H. Ça, c'est au carré. Selon UN. Et si on commençait à identifier un petit peu, bah en fait, la partie qui est ici, là, ça, là. Ah, mais dégage. Mais la partie qui est ici, là, ça, c'est selon UN. Donc, mais oust, oh, pas possible ça. Donc, en fait, ce que j'ai surligné en vert, c'est la même chose. Et vu que j'ai rien surligné pareillement que UT, bah j'en déduis deux choses. J'en déduis premièrement, autre couleur. J'en déduis premièrement que dV sur dt était égal à 0. Parce que l'accélération, il y a 0 selon UT, elle est entièrement selon UN. Et j'en déduis aussi que les deux parties en verte sont égalisables. Ok? Donc déjà là, dv sur dt égale 0, ça veut dire que je viens de prouver l'uniformité de la vitesse dans ce mouvement. Ok? Maintenant, je peux effacer tout ça, parce que j'ai besoin de la place. Hop. Je vais effacer ça aussi, et je vais effacer ça. Ça veut dire que les deux choses que j'ai ici sont égales. Je vais effacer les UN, parce que maintenant c'est plus très important. Hop, et ça je vais l'effacer aussi. Parce que c'est bon, c'est acté. Donc ça veut dire que ici, G fois mg sur rg plus h au carré, ça c'est égal à v carré. C'est égal à v carré. Voilà, j'ai un peu triché. Sur rg plus h au carré. Ok? Bon. Est-ce qu'on n'a pas... Est-ce qu'on n'a pas dit... Orbite circulaire? Oui, donc du coup, en fait, on voulait juste qu'on prouve que c'était un mouvement circulaire. Donc là, je suis en train de faire un petit peu trop. On va donc s'arrêter là. C'est bien ça, j'ai recopié ici, mais j'en servirai sûrement pour après. Je suis en train d'aller un petit peu trop loin pour la question. Donc j'ai bien montré que c'était un mouvement circulaire, mais surtout uniforme, grâce à ODV sur dt égale 0. Donc je m'arrête là, et cette explication, du coup, elle va servir pour la question 4, que j'ai déjà commencé à faire. Bah en fait, votre V carré sur R ici, bah il est bien, dans les deux côtés, vous avez ça, pardon. Il y a un truc qui va pas. C'est que je me suis trompé ici. Toutes mes excuses. Ah non, pas toi. Oh. Je me suis trompé. C'est que... Hop, je remets mon carré. C'est que, en fait, c'est V carré sur R. Pour le repère de Freinet, c'est pas V carré sur R plus RG plus H au carré. Donc ici, il y a un carré qui n'est pas bon. Donc ici, toutes mes excuses, mais ça, ici, c'est faux. Donc, quand je veux simplifier, bah en fait là, je passe le RG plus H de l'autre côté, il va simplifier avec le carré ici. Donc ça s'en va. Rien à voir avec la simplification que j'ai fait ici. Hein. Hop. Je sais pas si c'est clair ce que je fais. En gros, ici j'avais mis un carré, mais c'est une erreur, parce que le repère de Freinet, l'accélération normale, c'est V carré sur R. R étant le rayon de la trajectoire, et R étant égal à RG plus H. Donc en fait, mon terme, c'est V carré sur RG plus H. Donc le carré, c'était une erreur, il fallait l'enlever. Par contre,
Quand je vais passer ce RG plus H de l'autre côté, ça va me faire G fois MG fois RG plus H divisé par RG plus H au carré. Et RG plus H au carré, c'est quoi? C'est RG plus H fois RG plus H. Donc du coup, j'ai un facteur RG plus H qui se supprime. Et donc, ce carré-là, ben, j'ai le droit de le supprimer. Et ça veut dire que en gros, mon V carré, c'est égal à tout ça. Donc mon V carré, c'est égal à G fois MG divisé par RG plus H. Et si je supprime le carré de mon V, bah je mets une racine, ça me fait du coup racine de G fois MG divisé par RG plus H. Et c'est bien ce que j'ai ici. Donc j'ai réussi à démontrer ceci. Tout va bien. Si je suis pas clair, faut pas hésiter à me le dire. Question 5. Établir l'expression de la période T en fonction de RG, H, MG et G, puis en déduire que l'orbite circulaire, blablabla. Donc pour l'instant, puis ce sera après. Établir l'expression de la période T. Bon, on a une trajectoire circulaire, ok, qui est menée de manière uniforme en vitesse. Bah, ça veut dire que je peux marquer que V, c'est égal à D sur T. La période. Sauf que bah, T, en vrai, c'est D sur V. Or, D, c'est égal à 2pi. Le périmètre de la trajectoire, c'est un cercle. Donc c'est 2pi fois le rayon de la trajectoire. Donc fois RG plus H. Ok? Divisé par cette valeur-là de la vitesse. Si je développe un petit peu, ça veut dire que T au carré, ça va être 2pi au carré. Par expérience, ne développez pas ce terme. Vous allez voir pourquoi après. Ça fait 2pi au carré fois RG plus H au carré. Ok. Donc fois RG plus H au carré. Et ça, je le divise par V, qui est maintenant au carré. V au carré, du coup, ben, c'est ça, mais sans la racine. Et vu que je divise par V, c'est comme si je multipliais par 1 sur V, donc je vais inverser mes trucs. Donc ça, c'est fois RG plus H divisé par G fois MG. Donc en gros, mon T, si je remets ma racine maintenant, ben, c'est égal à 2pi racine de RG plus H au cube divisé par G fois MG. Et voilà. C'est pas très voilà, mais pas très digeste, mais c'est comme ça. Puis en déduire que sur l'orbite circulaire d'altitude 500 km, donc en gros H c'est 500 km, la sonde juste à une période de valeur proche T 500 égale à 2,77 heures. Et bien T c'est égal à 2pi. Je pense que je vais faire au montage. C'est égal à 2pi racine de RG plus H au cube, hop, tac, au cube, sur G fois MG. On peut peut-être tricher un petit peu. Alors, RG, on l'a ici, c'est 2,63 10 puissance 3 km, donc 2,63 10 puissance 6 km, mètres, pardon. 2,63 fois 10 puissance 6 mètres. Plus H, 500 km, donc 500
10 puissance 3. Ok. J'ai bien fait un 3, hein. Oui. Bon, je vois que ma parenthèse était un petit peu... Hop. Et ça, c'est au cube. Et en bas, j'ai donc G fois mg. G, constante de gravitation universelle, c'est 6,67 10 puissance moins 11. E moins 11. Et fois, du coup, mg, et mg, je le connais pas par cœur, c'est 1,82 10 23. Ah ouais, quand même, sacré boule. 1,82 10 puissance 23. C'est plus haut que Mercure quand même, hein. Et ça fait environ 9,99 fois 10 puissance 3 secondes. Ce qui correspond à environ 2,77 heures. Et c'est bien ce qu'on a trouvé ici. Cool. Deuxième croix. Question 6 maintenant. En utilisant la troisième loi de Kepler, déterminer la période de la sonde JUICE sur son orbite circulaire de 5000 km. Alors là, il va me falloir un petit peu de place. Déjà, souvenez-vous de la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler, elle dit que t carré sur a cube, il me faut un crayon. La troisième loi de Kepler, elle dit que t carré, je vais mettre dans une autre couleur parce que là ça me stresse. Alors on va écrire en rouge. Non, ouais, en rouge. Allez, pour tout je suis prof, hein. Ça veut dire que t carré sur a au cube, c'est égal à une constante. Pas utile de savoir à quoi ça correspond, mais voilà. Ok. Donc bah, j'ai plus qu'à l'appliquer sur ça, mais je dois avoir au moins une autre... je dois avoir un autre truc, hein. J'ai pas de données vraiment exploitables. Durant une première phase de 30 jours, la sonde circulaire sur une orbite elliptique, elle reste ensuite 80 jours dans une orbite circulaire. Nouvelle manœuvre, elle passe sur une orbite circulaire de 500 km, on va l'étudier à Ganymède pendant 102 jours. Ouais, bon, on verra bien. Allez. Donc, la troisième loi de Kepler, elle dit que TK sur A cube égale constante. Donc ça veut dire... Tiens, je vais me mettre ici, j'ai de la place. Ça veut dire que T carré, le T de 500 km là, au carré, sur A au cube, mais A au cube c'est quoi? Bah c'est RG plus H quand il vaut 500. J'arrive pas. H quand il vaut 500. Putain, même ça en fait j'ai du mal. Voilà. Mais ça veut dire que ça, c'est égal à t carré, la période quand il est à 5000. Sur RG. Pardon, il y a une puissance 3 là. Plus H, donc 5000. Je sais pas pourquoi je mets H en fait. Au cube. Ok? Bah ça, j'ai plus qu'à le développer. Moi, ce que je cherche, c'est la période de la sonde JUICE quand son orbite, elle est de 5000 km. Et bah tout va bien.
Je vais effacer tout ça parce que franchement, ça fait vraiment très brouillon. Allez, on s'efface. Hop. Donc je devais développer l'équation que j'ai ici. Hein. Ça veut dire que moi je cherche T... je cherche T 5000. La période de 5000. Donc T carré de 5000, bah c'est égal à T500. Ok. Au carré. Fois RG plus 5000. Au cube. Sur RG plus 500. Au cube. Et quand j'ai deux trucs au cube, en fait, c'est comme si je pouvais enlever les parenthèses et le cube, là, et le mettre à tout le monde. Donc en gros, là, ça devient ça. On va mettre en bleu, ça on voit bien. Ok. C'est assez... voilà. Alors, maintenant, je vais commencer à me balancer de la racine. Ça veut dire que T de 5000... bah, c'est égal à T de 500 racine de tout ça. Donc si tout ça je l'appelle A, bah c'est racine de A. Mais bon, je vais le réécrire. Donc RG plus 5000 divisé par RG plus 500. Et ça, c'est puissance 3. Ok? Bah voilà. Il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs calculées. Et ça, si vous le remplacez, je vais le mettre au montage, hein, le calcul. Donc là, vous avez T500, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 2,77 heures. Le RG, bah, c'était le 2,63. RG, il est ici, 2,63 10 puissance 3. Le 5000, bah, vous l'avez, et 500, bah, vous l'avez. 5000, c'est 5000, et 500, c'est 500. Donc tout ça, ça vous donne ensuite, avec la racine et la puissance 3, ça vous donne un T de 500, de 5000, pardon, qui est égal à environ 10h30, 10,54 exactement. Voilà. Question 7. En utilisant les réponses aux questions 5 et 6, estimez le nombre d'orbites effectuées par la sonde de JUICE autour de Ganymède et commentez la phrase ci-dessus. Les 1167 orbites que la sonde JUICE effectue autour de Ganymède suffiront à révéler les secrets qu'elle cache sous son épaisse couche de glace. Alors, la sonde JUICE, elle reste combien de temps? À T égale 5000 km, elle reste 90 jours. Ok? Donc, déjà, elle va rester 90 jours à 5000 km. Mais combien elle va rester à 500? Ça, c'est autre chose. À 500 km, elle va rester pendant 102 jours. Ok? Déjà. Et une orbite circulaire inférieure à 500 km pour une durée de 30 jours. Donc ça, en fait, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Hein. Ça, malheureusement, on ne sait rien sur cette partie-là. Ça, là, je vois pas. Donc ça veut dire qu'on va calculer déjà ce qu'on a ici. Donc, si je viens calculer
Pendant 90 jours à 5000 km, combien elle fait de tours? Bon, elle fait un tour en 10h54. En 90 jours, il y a combien d'heures? Alors en 90 jours, je vais prendre des couleurs différentes. Donc ça, je vais le traiter en vert. Oh, allez, pitié quoi. Ça, je vais le traiter en vert. Et ça, je vais le traiter en bleu. Ok? Donc ça veut dire, vert, que dans 90 jours, il y a 24 heures. Et 90 fois 24, ça donne un résultat. Et ça, ce résultat, je vais le diviser par... alors 90 fois 24 divisé par 10,54. Donc le résultat que je vais avoir ici, ça va être le nombre d'orbites que je vais effectuer. Et ça, ce chiffre-là, il est égal à 204,9, donc du coup 205. Pendant la phase verte, je fais 205 orbites. En bleu maintenant. En bleu, en 102 jours, j'ai toujours 24 heures par jour. Et je le divise par la période que j'ai par T500. Et T500, c'était 2,77 heures. Donc 2,77. Et ça me fait environ... Ça fait 883,75. Donc on va dire 884. Si j'ajoute 884 avec 205, bah ça me fait 1089. 1089 et je devais arriver à 1167 orbites. Bon bah là, le reste à mon avis des rotations qui manquent, bah ça doit être la fameuse phase ici dont on n'a aucune idée. Voilà. Mais ça correspond à peu près. La phrase ici n'a pas l'air d'être dénuée de sens. Donc ma réponse, ça va être que il y a effectivement 1167 orbites. Il y en a 884 qui vont être passés à une altitude de 500 km, 205 qui vont être passés à une altitude de 5000 km et le reste, probablement, à une altitude du coup qui est inférieure à 500 km. Je passe à la partie 2. Alors, indiquer la qualité des ondes électromagnétiques, les ondes radio interviennent. Est-ce que c'est mécanique et tout? Pardon, je viens de répondre à la question en la lisant. En vrai, les ondes radio, ce sont des ondes électromagnétiques. Point. C'est simple. Si vous recevez des ondes radio dans l'espace, bah, c'est qu'elles ne peuvent pas être mécaniques, sinon elles ne peuvent pas se propager. Question 9. Montrer en négligeant la distance entre la sonde JUICE et Jupiter que le temps mis par le signal radio pour faire un aller-retour entre la sonde JUICE et la Terre est proche de celui annoncé. Alors, celui annoncé, c'est combien? Le temps mis par le signal radio pour faire un aller-retour de la sonde JUICE à la Terre est de 1,46 heures. Enfin, 1h46, pardon. C'est quoi la distance Terre-Jupiter? Distance maximale entre la Terre et Jupiter, c'est 9,3 10 puissance 8 km. Ça, c'est ma distance. Ok? Et le temps que je dois trouver, c'est lui. Et ben, vous marquez que la célérité des ondes lumineuses, petit c, c'est égal à la distance entre la Terre et Jupiter divisé par ce fameux t. Et nous, ce qu'on veut trouver, c'est t. Bah, t, c'est quoi? Bah, c'est égal à d sur c. Donc c'est égal à la distance entre Jupiter et la Terre, donc 2,3 10 puissance 8 km. Oui, c'est quasiment 1 milliard de kilomètres entre Jupiter et nous. Donc j'ai dit combien? 9,3? Ouais. Donc c'est 9,3 10 puissance 8 km. Mais ça, je vais le mettre en mètres. Donc 10 puissance 8, ça devient 10 puissance 11. Divisé par la célérité des ondes lumineuses, donc 3,0 10 puissance 8. Attention, on a dit le temps mis pour faire un aller-retour. Donc il faut faire x2 pour la distance. Hop, vous calculez ça et vous trouvez que ça met 6,2 10 puissance 3 secondes. 6,2 10 puissance 3 secondes. Bah 6,2 10 puissance 3 secondes, ça fait environ 1,72 heures, soit 1h43.
Voilà. Et 1h43, bah c'est quasiment 1h46. On n'est pas trop mal. Voilà, on est à peu près bon. Exercice 3. Gros texte. Je lis pas. Citez les 3 méthodes de transfert thermique. Première croix. Et on verra après pour le deuxième. Alors, les 3 modes de transfert thermique sont la conduction, c'est le fait de transférer la chaleur par contact, vous conduisez. La convection, dans un fluide, vous avez des cellules de convection qui se mettent, le liquide ou le fluide le plus chaud monte, le liquide le plus froid redescend, et ça crée des cellules de convection qu'on appelle aussi des cellules de Bénard. Et ensuite vous avez le rayonnement, donc c'est le fait de prendre de la chaleur depuis un rayonnement, donc sans contact et sans cellules de convection. Deuxième partie de question. Précisez celui pour lequel il est majoritairement nécessaire de protéger les satellites. Alors par conduction, si jamais vous avez un truc qui rentre en contact avec votre satellite, le transfert thermique saura damner vos soucis. Par convection, il faudrait un fluide dans l'espace, et à preuve du contraire, on n'en a pas. Donc à mon avis, ce serait par rapport au rayonnement, et surtout ceux du soleil. Parce que sans couche d'ozone, je vous rappelle que vous prenez des sacrés rayonnements là-haut. Donc là, on a une certaine quantité d'informations. Établir en s'appuyant sur une analyse dimensionnelle la relation entre U, lambda et E. Oula. E, c'est quoi? On va falloir lire. Une personne est recouverte d'une couverture. Dans cette partie, on étudie le transfert thermique par conduction à travers la couverture. Le coefficient de transfert thermique de conduction, noté U en watts par Kelvin par mètre carré, indique la facilité avec laquelle l'énergie thermique est transférée d'un milieu à un autre à travers une paroi. Des mesures ont été réalisées avec une couverture de survie d'épaisseur E1 égale 38 micromètres et une couverture en laine d'épaisseur E2 égale 0,50 mm. Les valeurs obtenues sont U1 égale 408 watts par Kelvin par mètre carré pour la couverture de survie et U2 égale 38 watts par Kelvin par mètre carré pour une couverture en laine. La conductivité thermique d'un matériau représente sa capacité à permettre le transfert thermique par conduction, elle se note lambda et s'exprime en watts par Kelvin par mètre. Ok. Alors, on voit qu'entre U et lambda, vous avez qu'un petit mètre de différence. Ça veut dire que si je viens à multiplier U1 par E, qui devrait être mis en mètres, eh bien je vais retrouver lambda. Donc ici, lambda, c'est égal à U fois E. Tout simplement. C'est ça l'analyse dimensionnelle. Quand vous oubliez vos formules, c'est vachement utile. Calculer la valeur de la conductivité thermique de la couverture de survie et celle de la couverture en laine, les comparer puis commenter. Alors d'abord on les calcule, après on les commente, après on les compare et après on les commente. Il me faut 3 croix. Donc, pour la couverture de la première survie. Alors la première survie, on va l'appeler lambda survie ou lambda S ou lambda 1. Apparemment il y a E1 et E2, donc on va conserver les mêmes appellations. Lambda 1, c'est forcément U1 fois E1. Alors U1, il est où? 408. Fois E1. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faut transférer en mètres. E1, 38. 10.6. Et ça, c'est égal à 1,6 10 puissance moins 2. Lambda, c'est en watts par Kelvin par mètre. Ok. Il me reste plus qu'à faire lambda 2. Lambda 2, c'est U2
fois E2. Oui, j'arrive en bas de page, c'est compliqué. C'est égal U2 à 38. Je me suis fait peur, je crois que j'avais inversé. U2, c'est égal à 38. Fois E2. E2, c'est 0,50. Fois 10-3, ça c'est en millimètres. Et lambda 2, ça fait 1,9. Fois 10-2. Et ça, encore une fois, c'est en watts par Kelvin par mètre. Ok. Il est bizarre mon 1 là. Voilà. Moins ça. Donc, on a quand même une conductivité. On a quand même une conductivité plus grande pour la laine. Hein. La conductivité est plus grande pour la laine. Elle fait 1,9 10.2. Quand même pas mal. Hein. Et si on divise l'un par l'autre, on se rend compte qu'en fait, ça. C'est 1,2 fois plus efficace que le matériau au-dessus. Qui était de quoi? Donc la couverture en laine est 1,2 fois plus efficace que la couverture de survie. Comme quoi, hein, nos amis les moutons font quand même les choses bien. Tac, 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 tac. Question 3. C'est fait. Donc, couverture en laine, blablabla, calculé. C'était ça. La croix que je mets en orange, c'est le fait d'avoir dit que l'un était plus grand que l'autre. Et la troisième croix que je mets en vert, c'est pour avoir dit que lambda 2 était égal à 1,2 fois lambda 1. Ok? C'est ça les points que vous devez prendre. Ok, là on a un gros truc. 4. Indiquer le domaine d'onde dans lequel la lampe à halogène émet le plus de rayonnement et justifier son utilisation pour l'étude du transfert thermique à travers les couvertures. Il y aura 2 croix à mettre. Donc, là où ça émet le plus, c'est ici. Paf. Et là, on est sur du... entre 900 et 1000. Donc, on est clairement sur de l'infrarouge. Donc, indiquer le domaine d'onde dans lequel la lampe à halogène émet le plus de rayonnement, et elle émet majoritairement dans l'infrarouge. Justifier son utilisation pour l'étude du transfert thermique à travers les couvertures. Je vous rappelle que quand même, le bonhomme qui est sous la couverture, c'est quand même un être humain, et vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain émet majoritairement dans l'infrarouge. Donc le fait qu'on ait réalisé... D'ailleurs c'est rappelé là, hein. Si vous ne le saviez pas, c'est rappelé là. C'est dit en lesson scientifique normalement en première, mais bon, si vous l'avez oublié, c'est rappelé ici. Et on vous dit qu'on réalise l'expérience à l'aide d'une lampe à halogène. Et la lampe à halogène, en fait... Ah, on n'a pas dit. Non. En fait, elle va venir un petit peu remplacer... elle va venir un petit peu remplacer votre corps humain, quoi. Donc, le fait qu'elle remplace le corps humain et qu'elle émet le même rayonnement que le corps humain, c'est-à-dire dans l'infrarouge, ça veut dire que c'est quand même une expérience qui est plutôt valide. Donc c'est quand même quelque chose qui est justifié d'utilisation. Voilà ce qu'il fallait raconter en gros. On réalise l'expérience ci-contre avec la couverture de survie, puis avec la couverture en laine. Donc on relie le thermomètre à un dispositif d'acquisition par ordinateur. Donc le thermomètre est placé juste derrière la couverture, et on met la lampe à halogène juste devant. Ok ? Tac. On a des données qu'on lira après. On obtient les courbes 3 et 4 qui correspondent blablabla, blablabla. Ok, 3 et 4, 3 et 4. Ça fait énormément, je trouve. Ça fait énormément de questions.
On arrive à la fin du sujet, je vais lever un peu parce que sinon vous n'aurez pas accès à la fin. Hop, voilà. Montrer que l'expression de la variation d'énergie interne d'un système incompressible peut s'exprimer delta U égale à mc delta T, pardon, avec M la masse du système, C la capacité thermique massique du système et delta T la variation de température du système. Alors, ça, c'est vraiment vache. Parce que nous, enfin moi, mes étudiants, je l'apprends tel quel. Hein. Donc démontrer un truc de cours, on pourrait le faire par analyse dimensionnelle. Donc, delta U, c'est quoi? C'est une énergie. Donc delta U, c'est en joules. M, c'est quoi? C'est une masse, donc c'est en kilogrammes. C, bah, c'est la capacité thermique du système. La capacité thermique du système, bah, c'est en joules par Kelvin par mol. C'est un truc molaire, mais là c'est massique. Donc, attendez, hop. Donc c'est des joules par Kelvin. Et on est en physique, donc c'est des par kilogramme. Et je suis en vidéo là, ma grande. Bah oui. Bah... Et après on a delta T. Et ça c'est en Kelvin. Bon, si je multiplie des Kelvin avec des Kelvin moins 1, bah ça se supprime. Et si je supprime ici aussi, bah il me reste des joules qui sont équivalents à des joules. Ouais, bon, ça s'exprime comme ça peut. C'est pas... C'est cohérent. C'est cohérent, mais là, pour le coup, cette question, elle est ultra chiante, en vrai. Elle est ultra chiante, c'est comme si je vous demandais de déterminer que le poids, c'est bien mg. Bah, vous l'avez toujours appris comme ça, c'est compliqué. Vous êtes pas... Bah, si, c'est un bon exemple, parce qu'en première, on vous démontre que c'est le travail du poids, en fait. Enfin, que P égale mg, ça devient du travail, en fait, de la force d'interaction gravitationnelle. Bon, c'est compliqué. Là, franchement, je trouve que c'est pas cool comme question. Question 6. Exprimer le flux thermique phi à travers la plaque de liège en fonction de la variation de température et du temps. Alors, phi, c'est la quantité de chaleur que vous avez à travers une surface en fonction du temps. Donc, si je devais le déterminer, phi, je vais mettre en rouge au-dessus, là où j'ai de la place. Phi, en fait, bah, c'est Q, la chaleur échangée, sur un certain temps. Petit t. Or, je sais que d'après le premier principe de la thermodynamique, delta U, c'est égal à W plus Q. Ok? La variation d'énergie interne d'un système est égale aux travaux qu'il subit et la chaleur qui est échangée avec le milieu extérieur. Mais bah, y a pas de travail avec le milieu extérieur, on est sur un rayonnement. Il n'y a pas de contact, ok? La lampe à halogène, elle est seulement par rayonnement, donc il n'y a pas de travail. Donc ici, je peux dire que W, ça, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que delta U, c'est Q. Donc, phi, c'est Q sur delta T. Donc je peux dire que phi fois delta T est égal à Q. Ok? Je sais pas si vous me suivez jusque là. En gros, Q, grâce à la relation en rouge, qui est ici, Q, je peux dire que c'est phi fois delta T. Mais grâce à la relation qui est ici, je peux dire que c'est delta U, donc je peux dire, relation en verte, que Q, c'est M, c'est delta T. Ok? Donc je peux dire que ça et ça sont égaux. Je sais pas si vous me suivez. J'efface la question d'avant.
En fait, les gommes numériques, c'est comme les gommes en vrai. Hein. Tu as beau frotter, ça a du mal. Hein. C'est quand même moins pénible. Je vais écrire en bleu maintenant. Donc, phi fois delta t est égal à tout ça. Donc, phi, c'est égal à m fois c fois delta température divisé par delta temps. Et j'ai bien, du coup, exprimé le flux thermique phi en fonction de la variation de température, mais aussi de temps. Ok? C'était ça qu'il fallait faire. Pour chaque expérience en régime permanent, on suppose que le flux thermique qui traverse la couverture est le même que celui qui traverse la plaque de liège. Donc là, le flux qui traverse ici, c'est le même que celui qui traverse là. C'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte entre les deux, en gros. Donc il va falloir que j'utilise les valeurs d'au-dessus. Là, à mon avis, là, c'est la dernière question. Si j'utilise pas ces deux courbes là, c'est que j'ai rien compris au sujet. Parce que c'est le seul truc qu'on n'a pas utilisé. Les courbes 3 et 4 qui donnent l'évolution de la température en liège en fonction du temps. On modélise la partie rectiligne de chaque courbe correspondant à un flux constant pour atteindre le coefficient directeur delta t sur delta t. Ouh, ça c'est bon ça. Ça veut dire qu'en gros, température et temps, température et temps. C'est pas mal là. Bon. Là, on a quand même des valeurs de delta t sur t. Ok. Vous avez ça, ici. Et vous avez ça, ici. Ok. Ça, c'est pour... dans la couverture en laine. Et ça, c'est pour la couverture de survie. Donc, ça veut dire que je vais devoir calculer phi1 en bleu ciel. Et je vais devoir calculer ici phi2 en bleu foncé. Ok. Donc phi1 c'est m fois c. M fois c je les ai ici. M c'est 72,4 grammes. Et c c'est 2008. Ok. Donc 72,4 grammes à mettre en kilogrammes. Donc ça me fait 72,4 10 puissance 3. Ok. Ça c'est petit m, la masse de la plaque en liège, fois petit c, la capacité calorifique de ma plaque de liège, ou capacité thermique massique, c'est pareil. 2008, c'est l'ancien nom. Pardon, c'est moins 3, hein, c'est des grammes. Donc 2008. Et ça, je le fais fois delta t sur delta t, et delta t sur delta t, il est ici. Ouais, je sais, c'est très chiant comme appellation. 4,43 10 puissance moins 3. Et 4,43 10 puissance moins 3 fois 2008 fois 72,4 10 puissance moins 3, ça fait 0,64 watts. Oui, le flux thermique, c'est en watts. Le flux thermique, regardez, Q ici, c'est une énergie en joules. Et ça, c'est un temps en secondes. Donc ici, il me faut forcément une unité de puissance. C'est comme E égale P fois T. Le phi, en fait, c'est assimilable à une puissance, dimensionnellement parlant. J'ai plus qu'à partir sur le code couleur bleu foncé pour la deuxième partie. Donc, ça fait M, c'est toujours 72,4 fois 10-3 fois 2008, parce que c'est la même plaque en liège et c'est la même masse de la plaque en liège. Et ça, c'est fois delta température sur delta temps, donc 12,5 10 puissance moins 3. Donc fois 12,5
fois 10 puissance moins 3. Et ça fait phi2 est égal à 1,8 watts. Ça veut dire que ici, j'ai tout calculé. Exprimer le flux thermique... non, c'est pas ça là. Comparer l'efficacité des deux couvertures à retenir la chaleur corporelle. Bon, il y en a une qui a un flux de 0,64. C'est moche. Il y en a une qui a un flux de 0,64 et l'autre qui a un flux de 1,8. Bon, si je fais l'un divisé par l'autre, je trouve que j'ai quand même 0,60 et 1,8, on est quand même sur un facteur triple. Ça veut dire que ici, le flux thermique est environ 3 fois plus faible avec la couverture de survie que celle en laine. Ok ? Ça veut dire que la couverture de survie, elle est quand même plus efficace pour protéger la plaque de liège de la part du rayonnement de la lampe UV. En fait, la couverture en laine que vous avez ici, elle va laisser passer un flux qui est plus important. Et quand vous laissez passer un flux qui est plus important, par unité de temps, vous laissez passer une énergie qui est plus importante. Et ça, sur un satellite, par exemple, que vous recouvrez avec une couverture en laine, je sais pas si vous avez déjà vu un satellite habillé en mouton, ça se fera jamais, parce qu'en fait, la couverture de survie, l'espèce de matière toute brillante, là, jaune, comme les couvertures de survie qu'on met autour des gens après un accident, cette espèce de jaune or brillant, et c'est clairement de la matière qu'on recouvre actuellement les satellites, et c'est celle qui permet de protéger un maximum des rayons solaires. Et là on vient de le prouver, c'est 3 fois plus efficace qu'une couverture en laine. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, c'est la fin de ce sujet. Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir pris la peine de travailler avec moi, et je vous souhaite une bonne réussite pour votre épreuve du bac.